Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Quelle chance de l'avoir avec nous ce matin, Dr Ousmane Kaba, mesdames et messieurs, vous le voyez à l'écran. Il est notre invité, il faut le rappeler, une mission du FMI a bouclé récemment 2 semaines de travaux en Guinée dans le cadre de l'évaluation à mi-parcours du nouveau programme de facilité élargie de crédit signé entre notre pays et les institutions de Bretton Woods en novembre 2017. Et cette mission qui a relevé des manquements dans la gestion économique et financière du pays conduite par l'actuelle gouvernance s'est déroulée dans un contexte sociopolitique agité consécutivement au contentieux électoral né de la tenue donc des élections communales du 4 février 2018, même si depuis le comité de suivi travaille à régler ce différend, la fragile accalmie politique peut à tout moment voler à l'éclat. Il lui dit à Abaka Diallo, quel regard peut-on porter sur ces actualités? On essaie de comprendre ce matin avec Dr Ousmane Kaba, président du PADES, député à l'Assemblée nationale. Dans un instant, nous allons continuer évidemment l'émission avec lui. Continuez à réagir, les contacts s'affichent juste en bas de l'écran. En tout cas, si vous souhaitez, voilà, comme ce monsieur qui nous écrit à l'instant T. Bonjour les GG, la Guinée a encore une chance pour son émergence économique. Donnée à César ce qui lui appartient. Voilà, Dr Ousmane Kaba est la chance pour ce peuple qu'il faut saisir. Donc cette chance qu'il faut saisir, c'est Bala Moussa Sissé, militant de PADES évidemment, qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec ce titre, toujours sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG, la Guinée est devenue la République des copains et des amis. Le rapport entre Alpha Condé et Vincent Bolloré est très éloquent. Alcénie donc qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec un autre, le dernier, et on s'intéresse à notre invité. Voilà, je pense que c'est le même message qui arrive. Voilà, sinon cet autre voilà qui dit Alcénie ok, je pense qu'on a lu ce message déjà. Un dernier, mon frère Lamine, je vais avoir le numéro de la radio Espace. Mais c'est le numéro, voilà, c'est simple. Allez, docteur Ousmane Kaba, bonjour. Bonjour. Pardon. Bonjour, docteur. Bonjour. Allez, le micro est fermé, voilà. Bien, voilà. Docteur Ousmane Kaba, merci donc de répondre à notre invitation. Sur le vif, avant de vous interroger sur le projet d'interconnexion entre la Guinée et le Mali, mais aussi sur les conclusions de la récente mission du FMI. Sur le vif, un mot sur la mise en examen en France de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. Quel commentaire ça suscite chez vous? Écoutez, j'ai écouté comme vous à la radio. Et moi, je suis un peu plus prudent puisqu'il y a la présomption d'innocence. Je crois qu'il faut faire confiance à la justice pour voir ce qui se passe réellement. Est-ce que la concession du port autonome de Conakry a été octroyée contre des faveurs pendant la campagne électorale? Je ne saurais le dire. Pour le moment, moi, je conseille à la prudence. Nous avons une justice indépendante en France, professionnelle. Ils vont donner leur avis là-dessus. Mais considérons que tout le monde est innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Alors, qu'est-ce que vous savez des conditions d'attribution? D'abord, de retrait du terminal à conteneurs du port autonome de Conakry de jettement pour être attribué à Bolloré. Vous étiez parmi les proches du président Alpha Condé. Vous avez soutenu Alpha Condé, d'ailleurs son élection en 2010. Et c'est 3 mois après son arrivée, son avènement à la tête de notre pays, qu'il a pris un décret pour procéder ainsi. Qu'est-ce que vous en savez? D'abord, j'en sais très peu parce que malheureusement, je ne me suis pas du tout occupé de ce dossier. Ça ne faisait pas partie du tout de mes compétences. Les Grandes Gueules. Ni de mes champs d'intérêt. Mais effectivement, déjà en 2010, cela avait fait beaucoup de bruit à l'époque puisque l'entreprise qui avait été dépossédée de la concession allait se plaindre à la justice en France, ici également. Et ça fait beaucoup de bruit. Et tout ce que je peux dire, c'est que pour le moment, puisque moi, je n'ai pas tous les éléments, je suis prudent.
Et je me dis que tout le monde est innocent jusqu'à ce que la culpabilité soit prouvée. Ouais. Mais il est important aussi que les pays africains voient la gouvernance. Mais vous en savez un peu quand même sur la mise à contribution de Havas, le groupe de communication de Bolloré, dans la campagne présidentielle de 2010. Vous étiez aux côtés du président. Voilà. Alors, pas du tout. Moi, je me suis occupé de la communication ici en Guinée, de la campagne en Guinée. Moi, je n'avais aucune idée d'abord qu'il y avait Havas. Je ne le savais pas. Et que Havas s'occupait de la communication. Docteur Et c'est la vérité. Docteur Ousmane, Vincent Bolloré, parce que hier on a essayé d'avoir même des opposants en Guinée. Il n'y avait pas qui souhaitaient intervenir. Est-ce que Vincent Bolloré est un nom qui vous fait peur, vous aussi? Je vous sens trop prudent ce matin. Non, pas du tout. Vous le connaissez personnellement ou pas du tout? Si, je le connais. Donc vous savez que c'est un gros éléphant qui écrase n'importe quoi sur son chemin. Non, parce que simplement, vous savez, il y a très très longtemps, j'étais membre du conseil d'administration d'Antag, qui appartenait à Vincent Bolloré. Antag, à l'époque. Bon, pour la cigarette. Et pendant le régime de général Conté. Il est là il y a longtemps. Il y a longtemps parce qu'il a été investisseur au niveau d'Antag. C'est à ce titre que moi je le connais. D'accord. C'est tout. Ouais. Donc, voilà, on va essayer d'évoluer, Dr Ousmane, avant de parler politique, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a eu ce projet d'interconnexion qui a été débattu à l'Assemblée nationale récemment. Le projet d'interconnexion, en parlant je parle de l'électricité bien sûr, le projet d'interconnexion entre la Guinée et le Mali. Vous avez émis des critiques acerbes d'ailleurs à propos de ce projet. De quoi il s'agit exactement, docteur? Écoutez, ça m'a fait beaucoup rire parce que c'est souvent le cas en Guinée. On fait des choses sans donner les tenants et les aboutissants. En fait, il n'y a pas de clarté dans la politique énergétique. Le Mali est un pays déficitaire en électricité. La Guinée est un pays déficitaire. Quand on interconnecte deux pays déficitaires, est-ce que c'est l'obscurité qu'on va se vendre ou pas? C'est grave. Voilà, donc voilà un peu ce qui m'a fait rire. Et j'ai demandé au ministre d'abord, interconnecter, ça veut dire qu'il y a une source d'énergie que l'on partage. Les grandes gueules. Alors, qui donne l'énergie à qui? Oui. Entre la Guinée et le Mali. Première question toute simple. Ensuite, c'est une interconnexion qui n'est reliée à aucune source d'énergie du tout. En tout cas, pas en Guinée ici, puisque nous sommes en train de faire des gros barrages sur le Concouré. Et le réseau s'arrête à l'Insan. Le ministre a dit, ouais, bientôt on va faire l'Insan-Fomi pour interconnecter ce qui est interconnecté entre la Guinée et le Mali. Alors, c'est qu'il y a une erreur dans le casting. On ne sait pas qu'est-ce qu'on fait avant l'autre. C'est qu'on ne fait pas la hiérarchie des priorités. J'ai toujours eu l'impression ici qu'en Guinée, les Guinéens vont avoir l'électricité à cause des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens. Oui. C'est en passant qu'on nous donne notre électricité. Au départ, le gouvernement a fait le choix d'ignorer les micro-projets à l'intérieur du pays. Jusqu'à présent, il n'y a pas un seul barrage en Guinée forestière, alors qu'il y a des possibilités. Il n'y a pas un seul barrage en Haute-Guinée, alors qu'il y a des possibilités. C'est des barrages qui ne coûtent pas cher. Donc, en fait, j'ai une différence de stratégie politique déjà avec le gouvernement là-dessus. Moi, j'ai toujours soutenu qu'il faut des micro-barrages à l'intérieur du pays. C'est ça qui va permettre l'implantation de l'agro-industrie si on veut développer l'agriculture à l'intérieur de la Guinée. D'accord. Absolument. Il faut commencer par ça. Et c'est ce que tout le monde fait. En Côte d'Ivoire et ailleurs, les pays qui ont envie de croissance commencent par mettre des micro-barrages. Est-ce que c'est une bonne stratégie de faire uniquement des méga-barrages qui ne sont pas encore terminés, les grandes gueules, dont on cherche déjà à vendre? C'est-à-dire que la Guinée fait de l'interconnexion pour vendre de l'électricité que nous, on n'a pas déjà. Il y a l'énergie renouvelable aussi. Quelle est votre position là-dessus exactement? Parce qu'on sait quand même que c'est vraiment aujourd'hui. C'est vraiment l'une des choses que je reproche à ce gouvernement, c'est de n'avoir pas pu tirer l'opportunité des énergies renouvelables. Actuellement, tous les pays le font. Nous sommes incapables d'avoir un seul projet. Dieu seul sait qu'il y a eu des initiatives qui sont toujours bloquées par des fonctionnaires véreux de gauche à droite. Je me rappelle qu'en 2015, le président de la République a fait la pose de la première pierre d'une usine solaire à Cancan, à Carfabouria, derrière même ma maison. Ça a été depuis 2015. Une pierre qui est posée et qui devrait finir en 20 mois au plus tard. Mais on est aujourd'hui en 2018, il n'y a toujours absolument aucune suite.
absolument aucune suite. C'est un projet qui est complètement ignoré. Et contrairement à ce que le ministre a dit hier, qu'il n'a jamais posé de première pierre, ça m'a fait rire. Je pense qu'il faut être sérieux. Lorsque le président de la République le fait, ça veut dire que c'est le gouvernement et le ministre devraient être solidaires au lieu de dire que lui n'a jamais posé de première pierre. Mais il y a d'énormes projets hydroélectriques qui sont inscrits, en tout cas quand vous visitez le site du département, vous allez voir qu'il y a pas mal de projets comme ça qui sont répartis à travers le territoire guinéen. Est-ce que le ministre y a fait cas? Est-ce qu'il en a fait mention? Qu'en dit-il précisément? De l'autre côté, docteur, vous parliez de la possibilité d'une convergence entre l'énergie à produire et le développement agricole, par exemple. Est-ce que dans la politique actuelle, il y a cette synchronicité entre le département en charge de l'agriculture et celui en charge de l'énergie? Normalement, il devrait y avoir, mais je constate qu'il n'y a rien du tout, parce qu'on ne peut pas prétendre développer l'agriculture sans mettre en place des unités de transformation qui sont les débouchés naturels des paysans. Je pense qu'on connaît pas mal de choses dans le développement économique. Il y a des choses tout à fait simples et rationnelles. Si les gens produisent du café, etc., ce serait plus facile s'il y a un gros acheteur qui a une usine de torréfaction à côté. C'est ce qu'on a fait en Côte d'Ivoire pour relancer la croissance économique. Donc nous savons le faire. Malheureusement, notre gouvernement est un peu autiste, puisque les cadres qui font la politique n'écoutent jamais ce qu'on leur dit. Alors, il y a un problème avec la synchronisation. Non, ils ne écoutent pas. Ils n'écoutent pas. Il y a un problème avec la synchronisation des projets. On commence par relier 2 pays déficitaires en électricité. Et puis on s'est dit bientôt, on va faire des gros barrages et puis on va les interconnecter. Normalement, on devrait commencer d'abord par avoir une vue d'ensemble et quel est le projet qui vient l'un avant l'autre. Mais nous sommes guidés par les bailleurs de fonds. Il se trouve simplement qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, la Banque africaine de développement, le FAD, a donné un financement pour cette interconnexion. On le fait et puis c'est tout parce qu'il y a de l'argent pour le faire. Mais en réalité, ce sont nos priorités que l'on devrait financer, basées sur l'élaboration d'une politique claire et nette. La bonne politique, c'est les micro-barrages. Il n'y en a rien. En Haute-Guinée, il n'y a pas Kogbedou, il y a Maurice Sanako vers Sirine qu'on ne fait pas. FOMI, on le sort du carton à chaque élection. Et FOMI disparaît juste après l'élection. Alors, les en forêt, il y a Guigogozia, il y a pas mal de projets également en forêt que l'on refuse de faire, pour lesquels on s'est tellement battu. Mais chaque fois que vous parlez, on dit non, les études sont en cours, les études sont disponibles. En réalité, ce gouvernement a décidé de ne faire aucun barrage, ni en Haute-Guinée, ni en forêt. Et il y a des possibilités, vous avez dit. Mais bien sûr qu'il y a des barrages, et ça ne coûte même pas cher. C'est pour ça qu'on les appelle des micro-barrages. Justement, expliquez-nous, docteur. Et l'autre chose que le gouvernement ne dit jamais, chaque fois que vous parlez de cela, ils disent non, on va produire l'électricité sur le concours et on va transporter. Ce que l'on oublie de dire, c'est que le prix des fils et des poteaux qui traversent toute la Guinée est plus élevé que de faire les barrages sur place. Ça fait partie de ce que j'appelle les absurdités économiques. Voilà. Mais concrètement, docteur, vous serez aujourd'hui à Sékou Touré. Comment allez-vous procéder? Parce que c'est bien de critiquer. Pour résoudre définitivement cette histoire d'électricité. Ben ça, je sais le faire, puisque c'est moi qui ai cherché l'argent. Expliquez-nous justement, docteur. Non, parce qu'il y a de l'argent disponible. Mais ce qui est important, est-ce que nous ne faisons pas? C'est nous qui devons mettre nos priorités en fonction de nos politiques. Absolument. C'est-à-dire, il y a besoin. Je vais être très... Là-dessus, j'aimerais, avant que vous alliez plus loin, là-dessus, j'aimerais justement réagir. Il y a vos priorités, mais il y a aussi les priorités régionales, les priorités, par exemple, de la Banque africaine de développement. Si vos priorités ne permettent pas de parvenir aux objectifs de la Banque africaine de développement, comment procéder? Pensez-vous, docteur, que c'est la banque qui va se plier à vos exigences, ou c'est vous en revanche qui devez vous plier aux exigences de la banque, d'où la démarche du gouvernement guinéen? C'est une très bonne question, mais en réalité elle n'est pas correcte, parce que les organisations internationales n'imposent jamais leurs priorités. C'est au pays de faire ses priorités et de chercher à vendre ses priorités. Ce qui se passe souvent, lorsque les pays n'ont pas de politique élaborée dans un domaine, les organisations les proposent leurs politiques, évidemment, qui sont définies par les autres pays.
À l'heure d'aujourd'hui, nous avons une organisation qui voudrait faire un marché sous-régional de l'électricité. Oui. Dans ce hub de l'électricité dans les années à venir, la Guinée, évidemment, a une position de choix, puisque c'est en Guinée qu'il y a les plus grands sites et la Guinée est normalement prévue pour être le fournisseur d'électricité dans la sous-région. Ce que moi je reproche au gouvernement, lorsqu'on est dans cette position privilégiée, c'est qu'on doit élaborer sa politique. Commencer d'abord à penser aux Guinéens, au développement économique de la Guinée. On doit faire d'abord des micro-barrages un peu partout, sur toute l'étendue du territoire national. Mais nous sommes comme omnibulés par le programme sous-régional. C'est-à-dire qu'on fait de l'électricité pour servir les autres pays et en passant, les Guinéens vont avoir quelques ampoules allumées. Ça, c'est vraiment... Alors vous pensez que... Alors, on ne peut pas faire de l'interconnexion aujourd'hui entre le Mali et la Guinée sans même nous dire qui va approvisionner qui va vendre l'électricité à qui. Alors, vous pensez que c'est un mauvais choix stratégique de la part de la gouvernance Alpha Condé? Le mauvais timing de casting. Non, oui, je vais parler de... Je vais parler des méga-projets hydroélectriques, notamment en Basse-Côte ici, sur le Concours. Je vais parler de Kalita et de Soapité d'Amaria, qui va être fait par un consortium chinois TBA. Et vous pensez que le choix d'aller à ces méga-projets et qui vont, lorsqu'ils vont être achevés, vont permettre de conduire la Guinée à vendre de l'électricité à ces pays voisins, à ses voisins comme le Sénégal ou la Gambie ou la Mauritanie, pas la Mauritanie forcément. Vous pensez que c'est un mauvais choix stratégique que le gouvernement devait plutôt investir donc, dans les micro-barrages? Non, c'est-à-dire le fait de faire des gros barrages ici, c'est une bonne chose, c'est un effort qui a à saluer. Je pense qu'il faut être objectif. Le problème n'est pas qu'il ne faut pas faire ces barrages-là. La Guinée a de grosses opportunités. Comment s'y prendre? Donc voilà. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il faut faire quoi avant l'autre? Quel est le projet qu'il faut faire? Il faut faire certains projets avant d'autres projets. Ce que je dis... Non, pour vous, il fallait commencer par les micro-barrages. Mais bien sûr, puisque c'est ça qui va permettre de fouetter la croissance intérieure. Hein? Soapiti, vous y croyez? Mais bien sûr, je crois à tous les barrages guinéens. Et tous les barrages guinéens sont de très bons barrages. Nous avons vocation à le faire. Le problème, c'est le timing. Premièrement. Et deuxièmement, quelles sont nos priorités? Qu'est-ce qu'on fait d'abord avant? Pourquoi vous parlez du timing? Je ne comprends pas, docteur. Le timing, c'est très simple. Regardez. On est en train d'interconnecter actuellement le Mali et la Guinée. Deux pays déficitaires. Les grandes quand on va finir cette interconnexion, on ne pourra rien vendre, on va laisser comme ça. On va attendre maintenant de faire les barrages ici sur le Concours et ensuite interconnecter dans un autre temps ces barrages, c'est-à-dire l'Insan à Fomi. Vous voyez le timing? C'est très mal choisi. Voilà, c'est très simple. Bien. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les GG, Ahmed Kamara. Alors, on va à présent parler de politique avec les nouvelles menaces donc, de l'opposition républicaine qui menace donc de se retirer de ce comité de suivi juste et avant de reprendre les de manifestations. Finir, avec votre permission, je voudrais insister vraiment sur le solaire. Les énergies renouvelables. La Guinée a été incapable, à la différence de tous les autres. Aujourd'hui, le Burkina, le Mali, partout, on fait des usines solaires sans problème. Je sais qu'il y avait beaucoup de projets d'usines solaires ici. Mais ces projets sont toujours bloqués au niveau des ministères. Et malheureusement, puisque le président de la République lui-même ne s'est pas investi, ça n'aboutit pas. Et c'est ce que je reproche à ce gouvernement. Le gouvernement n'a pas de priorité. Les fonctionnaires, ils font ce qu'ils veulent. On bloque les projets que l'on veut bloquer. Et aujourd'hui, la Guinée est incapable de montrer une seule énergie solaire, une seule centrale solaire. C'est extraordinaire. En 20 mois, on le fait partout. Et ça fait partie des atouts. Partout. Mais nous sommes incapables de le faire. Les projets qui marchent, les méga-projets ou autres, c'est des investissements personnels du professeur Alpha Condé qui passe son temps là-dessus pour que ça marche. Mais on ne fait rien pour arranger l'administration, ce ministère de l'énergie, pour que les dossiers soient conformes à la stratégie définie par le gouvernement. C'est une catastrophe. Alors, et on raconte n'importe quoi, on met l'usine solaire à Cancan en 2015, juste avant les élections, et on n'en parle plus.
Wow. Et à chaque élection, on sort Fomi. Et après l'élection, on met dans le placard. Voyez-vous maintenant pourquoi aujourd'hui ce peuple n'a plus confiance en politique, docteur? Vous comprenez maintenant? mais bien sûr. Voilà. Il faut que la parole soit respectable. C'est un monde absurde, docteur. Hein? Voilà. C'est un monde rationnel, pas absurde. Mais si absurde. Je suis désolé, docteur. Non. Vous n'allez pas me dire ça. Vous n'allez pas me dire que à chaque élection, on sort un dossier et puis comme si on était des bêtes. Oui, on va voter. Un monde rationnel truffé d'absurdité. Les grandes gueules. En tout cas, c'est pas comme ça, moi, je conçois la politique. C'est autre chose. Heureusement, ce n'est pas un politique. On va avancer un peu. Alors, docteur, je le disais, donc, l'opposition qui menace de redescendre dans la rue, mais au même moment, n'oubliez pas qu'il y a une récente mission du FMI qui est donc passée en Guinée. Qui n'a pas donné quand même une bonne note à la Guinée. Et on sait aussi que l'opposition est beaucoup accusée par les autorités avec les manifestations de flouer l'économie. Qu'est-ce que vous pensez d'abord de cette mission du Fonds monétaire international, les répercussions aussi des manifestations de l'opposition et le fait que l'opposition décide aujourd'hui de se retirer de cette D'abord, la mission du Fonds elle est tout à fait normale. C'est une mission d'évaluation, rappelez-vous. On vient d'avoir un programme à la fin de l'année dernière sur 3 ans. Donc, périodiquement, chaque trimestre, le Fonds monétaire doit être là pour suivre l'évolution des agrégats macroéconomiques et les données économiques. Mais ce que je veux dire, c'est que la Guinée est confrontée à la fois à la crise économique latente depuis plusieurs années, avec un chômage massif. Nous avons la crise post-électorale, crise politique, et la crise sociale, la crise des syndicats. Donc, les 3 crises s'entremêlent. Mais en fait, ces crises sont liées. Je vous donne un petit exemple. Il y a crise post-électorale parce que les élections ont été truquées et que les fonctionnaires se sont mêlés dedans, notamment des fonctionnaires véreux qui ont distribué de l'argent jusque devant ma porte pour truquer les élections, ce qui vraiment est un non-sens. Et alors, quand ces gens-là viennent négocier avec le syndicat, chaque fois qu'ils disent qu'il n'y a pas d'argent, les syndicalistes disent « Écoutez, on vous a vu en train de distribuer beaucoup d'argent ». Donc ça donne des revendications vraiment qui sont très fortes et ça noie, ça affaiblit les négociateurs du gouvernement. Voilà. Donc nous avons 3 crises qui se superposent, qui s'entremêlent. La crise post-électorale parce que les élections ont été truquées. Oui. C'est ça, il y a trop de ressentiment. La preuve aujourd'hui encore, une simple élection locale, on n'arrive pas à mettre les maires en place. Nous avons la crise sociale parce que les enseignants sont mal payés, ils ont demandé à être revalorisés, mais il y a eu vraiment beaucoup de surenchères qui va avoir des impacts sur le budget de l'État. Donc après la mission du fonds, pour simplifier, le fonds dit ceci, c'est ça la rationalité. Nous nous sommes mis d'accord sur un budget, un montant de dépenses, un montant de recettes. Les recettes, ce sont des promesses de recettes qui vont se réaliser. Les grandes gueules. Si toutes les recettes ne sont pas là, parce qu'il y a eu beaucoup d'exonérations, c'est ce qu'ils ont signalé dans leur rapport, les dépenses qui n'étaient pas prévues dans le budget ont été exécutées, donc c'est ce qu'on appelle les dérapages des dépenses. Notamment, il y a eu des postes importants comme la subvention à EDG, où il y a eu plus de 800 milliards de dépenses qui n'étaient pas prévues. C'est ce que nous appelons les dépenses extra-budgétaires. Les dépenses en dehors des dépenses prévues. Les imprévus sont trop énormes. Et l'autre aussi, c'est parce qu'il y a beaucoup de sorties d'argent pour supporter les élections. Avec les APE. Les APE. Voilà, les autorisations de paiement. Donc, il y a eu beaucoup de dépenses, beaucoup de sorties d'argent. Et là, ça laisse un goût amer. Et c'est ce que le Fonds monétaire a reproché. Alors, quand c'est comme ça, on vous dit, OK, pourquoi c'est mauvais? Parce que si ça continue d'élargir le déficit, il va falloir financer ce déficit. Pour le financer, il n'y a pas de financement extérieur non prévu qui vient, ça ne se fait jamais. Vous êtes obligé d'imprimer de l'argent. Voilà, la planche à billets lorsque vous en êtes à la Banque centrale. Mais la conséquence de cela, c'est l'inflation. Tous les prix vont monter. Et si tous les prix montent, ça veut dire que les syndicats encore vont redemander la hausse des salaires. Donc le serpent se mord la queue. Donc c'est pour ça qu'on parle de cercle vicieux. Déficit, inflation, revendication qui replonge encore le déficit, qui va encore donner des financements monétaires et de l'inflation. Donc faisons tout pour ne pas rentrer dans le cercle vicieux. Alors le Fonds monétaire dit, OK, c'est votre faute. Vous avez fait des dépenses non prévues. À vous de vous rattraper. Comment? 1.
vous allez réduire les dépenses. Vous allez augmenter vos recettes. Mais c'est à vous de nous dire comment vous allez faire. Voilà la position du fonds. Alors, les Guinéens, le gouvernement regarde, ils se disent, ah, ici, d'abord, on a fait trop de subventions à EDG, il faut couper. Les grandes gueules. Ah, pour augmenter les recettes, il faut augmenter les prix à la pompe. Mais évidemment que ça pose des problèmes. Parce qu'augmenter les prix à la pompe du carburant, toutes les catégories sociales vont s'y mêler et il y a un effet inflationniste évident. Hein? Réduire la subvention à EDG, ça va faire encore des coupures de courant. Mais en réalité, l'État n'a pas à subventionner terriblement EDG de cette façon. Ouais. Parce que le vrai problème que les gens refusent de dire, c'est que EDG est mal géré. Où vont les recettes de EDG? Justement. Première question. Et je suis un client d'EDG, je sais de quoi je parle. Lorsque vous êtes un bon client et que vous payez, les agents d'EDG ne sont jamais contents. Wow. Ah oui. À ce point. Oui, ils vous obligent à rentrer dans la combine et si vous dites non, ils ne disent rien. Ouais. Le mois suivant, on triple votre facture. Eh ouais? Eh oui. Les factures peuvent aller jusqu'à plus de 100 millions de francs guinéens. C'est le cas à Kofi Annan. C'est le cas à Kofi Annan. Mais bien sûr, parce que moi, je déteste faire des arrangements avec les agents. Les grandes gueules. Je ne veux pas en faire un problème personnel, mais il faut résoudre le problème de gestion à l'intérieur de EDG. Oui. C'est ça la vraie question. Parce qu'on ne peut pas subventionner éternellement une entreprise publique. Ouais. Et là, je suis vraiment d'accord avec le gouvernement, les gestionnaires, le ministre des Finances et du Budget. Ouais. Il faut qu'on réduise les subventions à EDG. Sinon, la Guinée va travailler juste pour subventionner. Là, vous dénoncez le contrat de gestion confié à Veolia? Je n'en sais rien. Il dit que puisque vous dites que c'est mal géré. Bien sûr. Pour vous aujourd'hui, je pose une question. Ne mets pas toute la responsabilité sur Veolia. C'est Veolia Nous avons des agents guinéens. Attendez. Oui, c'est Veolia qui conduit. D'accord. Et c'est à cette société que le gouvernement a confié la gestion de DDG sur une durée bien déterminée. Pour vous, à vous entendre, ça ne marche pas. Donc il faut résilier ce contrat ou pas? C'est vous qui le dites. Je pose une question. Non. Vous n'allez pas dire une chose de son contraire. Vous dites que EDG est mal géré. Non. Quand je dis EDG est mal géré, je ne veux pas que la responsabilité soit confiée soit seulement sur Veolia. Avant Veolia, c'était le même comportement. Après Veolia, c'est le même comportement. Donc, les Guinéens sont ce qu'ils sont. Il faut simplement arrêter l'impunité en Guinée. Voilà. L'information principale, évidemment, Kofi Annan, victime de EDG. Allez-y. Réduire. Non, pas du tout. Ah ben si. C'est pas personnel. Oui. On va poursuivre ce débat. S'il te plaît, Tamba. Voilà. Vous dites le contraire, docteur? Pas du tout. Non, parce que je ne veux pas que le débat soit un débat personnalisé. Mais non, ce n'est pas une question. Beaucoup de Guinéens le savent très bien. Qu'il faut toujours faire des arrangements avec EDG, sinon ils vous punissent. Eh ben. Eh oui, les agents, les grandes gueules. Ils quadruplent votre facture. Et voilà. Donc ça ne peut pas continuer comme ça. C'est clair. C'est la vérité. C'est pas totalement faux. Hein. Non, pas du tout. Absolument. Les grandes gueules. Alors, mais docteur, EDG, c'est expliqué, c'est défendu face à l'opinion. Il y a encore quelques temps sur nos antennes. Comme quoi, et cela conduisait à une situation déficitaire que l'État devait combler. Si l'État doit arrêter cette subvention, ça veut dire que dans une certaine mesure, vous êtes en faveur de la hausse du prix de l'électricité. Est-ce cela? Non, c'est une question de politique commerciale. Est-ce que vous devez vendre à 100 francs et n'avoir que 1000 francs de recettes, ou bien vendre à 75 francs et avoir 2000 francs de recettes? Donc déjà, il faut voir l'assiette des consommateurs. Le problème de prix d'une entreprise... Ça, c'est un des aspects. Attendez. L'autre aspect, c'est le coût de la production de l'électricité qui exige, par exemple, que l'électricité soit vendue à un certain niveau que l'État, jusque-là, a aidé quand même à combler. Oui, mais le coût de l'électricité, d'après vous, c'est quoi? Il y a le coût du carburant, mais ce n'est pas tout. Tu vas sur un terrain glissant, oui. Non. Il y a le coût du personnel. Il y a le coût du personnel, mais il y a aussi les recettes. Lorsqu'il y a des fuites énormes dans les recettes, ça fait toujours un déficit. Et si on demande à l'État de subventionner, ça veut dire que c'est tous les Guinéens qui subventionnent, même ceux qui ne consomment pas d'électricité. Donc il y a un problème d'équité. C'est pour cela que la gestion des entreprises publiques, c'est une science rationnelle.
il faut gérer les entreprises de telle sorte qu'il n'y ait pas de déficit dans les entreprises. L'État ne doit pas passer son temps à subventionner une seule entreprise à cette hauteur. Ce n'est pas normal. Voilà. Alors, donc, ayons le courage d'attaquer les problèmes à la racine. Nous avions, docteur, en tout cas d'après les informations que nous avons, nous avions une limite autorisée de dépenses extra-budgétaires. Je crois que c'était 600 milliards, mais aujourd'hui, on est au-delà de cela. La ministre de l'économie et des finances, bien au départ, avait interdit l'émission des AP. Sauf que ça n'a pas été observé. Les grandes gueules. C'est d'ailleurs l'information qu'elle nous donnait. Comment cela s'explique-t-il? Parce qu'on peut bien vouloir régler le problème aujourd'hui, mais ce qui a conduit à ce problème, il demeure. Comment gérer, comment traiter de ces situations où des cadres de l'État refusent de se soumettre aux exigences justement de la gestion des deniers publics? Il faut simplement des sanctions. L'impunité. Voilà, c'est l'impunité justement qui fait que rien n'est respecté ici, quelle que soit la volonté du ministre. S'il y a des cadres qui font ce qu'ils veulent et que vous ne pouvez pas prendre de sanctions contre ces cadres, évidemment, il n'y a pas de solution. Un mot sur les exonérations. L'impunité, c'est une très mauvaise opération pour la Guinée. Un mot sur les exonérations. La mission du FMI a dénoncé cela. Trop d'exonérations accordées, notamment dans le secteur minier. Pour vous, comment vous expliquez cet état de fait? Comment l'État devrait y remédier? Non, écoutez, vous savez, c'est un problème un peu complexe. Parce que d'un côté, il faut encourager les investissements dans un secteur. Et l'un des moyens d'encouragement de ces investissements dans ce secteur, c'est l'exonération. De l'autre côté, lorsque vous faites une exonération, ça réduit les recettes fiscales et ça va à l'augmentation du déficit budgétaire. Donc c'est là, tout le doigté des vrais spécialistes pour savoir exactement où il faut faire des exonérations et où il ne faut pas faire des exonérations. Alors, pour sortir... Voilà. Mais comme je n'ai pas vu le dossier en détail, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Oui, peut-être de vous donner la dernière question sur cette mission, avant de passer au cas des universités privées, mais aussi des réformes envisagées sur les grandes gueules. Pour relever le niveau des formateurs en Guinée. Nous avons entendu Dr Bano là-dessus il y a 2 semaines chez nous. Un mot sur, je vais dire, sur le carburant. Est-ce que en l'état actuel, pour donc faire face au déficit, au gap qui a été constaté dans le budget de l'État guinéen par la mission du FMI, est-ce que l'État guinéen est obligé de procéder à une hausse, à une augmentation des prix à la pompe? Est-ce que, et sans ce moyen, l'État peut faire autrement? Personne n'est obligé de faire quoi que ce soit, déjà. En politique économique, c'est toujours des choix alternatifs. On a toujours la possibilité, on a une gamme de décisions possibles, décisions que l'on peut prendre selon l'assiette, selon la marge dont on dispose, selon l'élasticité, selon la réaction populaire. Parce que les taxes, les impôts, il n'y a jamais rien de neutre. Chaque fois que vous prenez une décision, vous touchez une couche de la population. La bonne pratique en politique économique, c'est d'abord d'identifier qui est touché et quelles sont les conséquences. Et là, c'est là qu'intervient la politique. L'homme politique fait le choix le moins mauvais. Mais l'homme d'État peut décider, même si ça fait mal au grand nombre, de le faire. Voilà. Et donc, c'est une question... moi, je préfère... D'où cette possibilité que l'État peut saisir, le gouvernement d'Alpha Condé peut saisir, d'augmenter le prix des hydrocarbures pour faire face, pour financer le gap dans le budget. C'est au gouvernement de décider. Est-ce qu'ils pensent que c'est le seul poste le plus important? Autrement, ils peuvent procéder autrement, vous pensez? Ils peuvent gérer les conséquences sociales et politiques. C'est au gouvernement de le décider. Moi, je n'ai pas vu les derniers chiffres. D'habitude, j'ai horreur de parler sans les chiffres devant moi, mais je sais que c'est un poste important. La taxe spéciale sur les produits pétroliers, c'est un poste important du budget. Oui, c'est un poste important, mais aujourd'hui, si vous étiez à cette place, où auriez-vous peut-être lorgné
comme secteur où on pouvait donc prendre comme alternative? Comme je n'y suis pas, t'as bien. Non, je sais que vous n'y êtes pas. Mais quelle alternative, par exemple? Non, la cigarette, l'alcool? Non, je ne peux pas vous le dire. Vous savez, ça dépend de la base taxable. Vous pouvez prendre un produit, je dis, je vais l'augmenter. Si on consomme très peu de ce produit, ça vous fait peu de rendement fiscal. Voilà. Donc, tout dépend de la base de taxation que vous avez. Et c'est important. Je pense que c'est au gouvernement de nous dire où est-ce qu'ils veulent prendre l'argent. Ça, c'est l'attitude du Fonds monétaire. Ils vous disent, réduisez votre budget, c'est à vous de faire les choix. On sent que vous ne voulez pas les guider, vous préférez garder peut-être un petit secret pour vous. Pas du tout. Parce que quand vous allez le déballer tout de suite, peut-être qu'ils vont plonger là-dessus. Pas du tout. Un mot sur l'orientation des boursiers d'État dans les universités privées. Et selon nos informations, à l'issue d'une réunion des fondateurs, donc membres de la CRESUP que vous présidez, vous auriez décidé d'écrire à l'État à travers le ministère de l'Enseignement supérieur pour demander que l'État revienne sur sa décision de ne plus orienter des bacheliers dans vos universités. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'une telle démarche est à l'ordre du jour à la CRESUP? Je ne confirme pas du tout. Vous n'avez pas écrit au ministère? En tant que président de la CRESUP, je peux vous dire que non. Ah ouais? Voilà. Vous êtes affecté ou pas par le fait que l'État n'oriente plus? Bien sûr que les universités sont affectées. Bien sûr que les universités sont affectées. Pour la simple raison que tous les bacheliers sont boursiers. Et ça, j'insiste tout le temps là-dessus parce qu'il y a des gens qui aiment parler. Ils disent, les universités privées ne vivent que de l'État. Est-ce qu'ils peuvent se débrouiller, etc. C'est une méconnaissance de la Guinée. Puisque tous les bacheliers sont boursiers, ça veut dire que forcément, c'est l'État qui doit approvisionner les universités privées, puisqu'il n'y a aucun bachelier qui n'est pas boursier. Aujourd'hui, quelle est la situation? La situation, c'est les bacheliers boursiers de l'État qui renoncent à leur bourse étatique pour mauvaise qualité d'enseignement et dont les parents acceptent de payer dans nos universités. Voilà la situation actuelle aujourd'hui. Alors, docteur, on va parler légèrement de chiffres. L'enseignant guinéen qui touchait en 2010 800 000 francs guinéens de salaire se retrouve aujourd'hui avec plus de 2 millions, donc au terme de la grève dernière. Mais ça ne suffit pas. Prochainement, devrait normalement s'ouvrir un dialogue entre le SLEG et le gouvernement guinéen, négocier autour de 8 millions de salaires, avec ces mesures d'austérité qui sont annoncées et l'état de la santé de notre économie. Est-ce que vous, qui êtes économiste, pensez-vous que l'État guinéen peut faire face à d'autres négociations et éventuellement concéder aux syndicalistes ce qu'ils demandent? Écoutez, les négociations ne finissent jamais avec la catégorie sociale pour un gouvernement. C'est un processus continu. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il faut être prudent. Lorsqu'on augmente les salaires, il faut tenir non seulement compte de l'impact direct sur le budget, mais de l'effet de contamination pour l'ensemble des autres fonctionnaires. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une hiérarchie des salaires qu'il faut prendre garde pour ne pas complètement bouleverser cette hiérarchie. Autrement, vous allez reprendre tout le système de rémunération publique. Voilà, donc c'est ça que je dis. Donc il faut être prudent. L'État doit bien sûr faire des concessions, mais faire attention pour ne pas briser les différents équilibres. Il faut être raisonnable. Donc. Voilà. En tant qu'enseignant, je compatis à la situation des enseignants, bien sûr. 800 000 francs aujourd'hui, ça ne permet pas à quelqu'un de vivre. 2 millions, ça commence déjà à être pas mal. Mais il faut faire attention. Un mot sur le gouvernement. Le nouveau gouvernement annoncé depuis le 8 mars par le chef de l'État. Les Guinéens sont toujours dans l'expectative. Comment vous comprenez déjà cette situation d'attentisme qui n'en finit pas, qui s'étire? Et deuxièmement, quel type de gouvernement pour permettre à la Guinée donc, de se remettre en marche après tout ce que nous avons connu dernièrement? Quel type de Premier ministre, quel type de gouvernement? Très rapidement. Est-ce qu'il y a un nouveau gouvernement? Comme je n'étais pas là, je ne sais même pas. Il y a un nouveau gouvernement? Mais non, annoncé. D'accord.
annoncé. Je suis pas au courant. Les grandes gueules. Pourtant, des médias il n'écoute pas la radio et il ne lit pas les journaux. Mais pourtant, des médias annoncent même un rapprochement, un brin de rapprochement entre vous et le président Alpha Condé. Il y a des médias. Il y a des médias qui annoncent cela. Il n'y a jamais eu de d'éloignement. Moi, simplement, je continue mon bonhomme de chemin. Docteur Je Kaba. continue mon bonhomme de chemin. Il y a crise, évidemment. Ouais. Lorsqu'il y a triple crise, comme je l'ai dit en Guinée, Ouais. crise économique, crise sociale, crise politique, la rationalité dans n'importe quel pays voudrait que l'on renouvelle le gouvernement parce qu'il y a un manque total de confiance. Bien. Et cette question. C'est ça la rationalité. Donc, vous faites Donc semblant si de le pas président entendre. veut faire un nouveau gouvernement, il est dans son rôle et il est dans ses droits. Bien. De faire un Serez-vous nouveau membre du gouvernement? Non. Pourquoi vous me demandez ça? Non, mais au prochain Est-ce- gouvernement. est-ce- Non, mais parce que moi, je n'ai pas été contacté pour faire partie d'un gouvernement. Mais si vous étiez contacté, Mais tout dépend des négociations. Ah. donc vous n'allez pas dire non. Non, attendez. Vous ne fermez pas la porte. Attendez. Non, vous ne fermez pas la porte, docteur. Là- Non, là- je suis guinéen comme tout le monde. Oui. Tout le monde doit contribuer à son pays. Oui. Mais simplement, il y a des conditions. D'accord. Il ne faut pas faire partie d'un gouvernement parce qu'il faut faire partie d'un gouvernement. Ça n'a absolument aucun sens. Ah, il y a eu de contact ou pas du tout? Moi, je docteur? veux faire Les partie grandes d'un gueules. gouvernement qui peut changer la Guinée. Un média Est-ce annonce. que les conditions sont réunies pour changer la Guinée? C'est Il y a ça. un média qui annonce un possible retour de Dr Ousmane Kaba en grâce auprès du professeur Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? J'ai pas vu César. Non, mais c'est moi qui vous l'apprends. On pose cette question. C'est moi qui vous l'apprends. Laissez le film, docteur, s'il vous plaît. Laissez le Bien. film. Attendez. Y a-t-il ou pas un rapprochement Les en grandes perspective entre vous et le professeur Alpha Condé? Franchement, je n'en sais rien. Je ne peux rien vous dire. sur D'accord. ça. Mais non, docteur. Mais Non, vous n'allez pas nous absolument. faire ça. Vous êtes chez les GG Non, ici. je sais. Voilà. Il y a eu un rapprochement ou pas du grande tout? gueule, ça ne veut pas dire raconter n'importe quoi. Mais non plus. alors, bah, justement, Donc, justement. Si on, vous n'avez on rien à nous raconte, cacher. on raconte ce que l'on sait. Les grandes gueules. Docteur Kassori Fofana, Premier ministre, probable Premier ministre, est-ce un bon ticket, un bon choix pour vous? À votre avis, est-ce que ce serait un bon choix pour la Guinée? Puis on le laisse travailler, oui, pourquoi pas. Ouais. Parce que Laisse travailler, justement. C'est un garçon qui décide. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Par Même rapport à ce qui existe aujourd'hui, Ouais. je pense qu'il peut apporter quelque chose. Alors, si les conditions sont réunies. Justement. Mais Voilà. c'est sincère, franchement, parce que quand on sait un petit peu le passé avec Kassori, vous deux, docteur Ousmane Kaba, ça n'a pas été tout. Vous n'êtes pas des bons copains, Kassori. Si. Ah ben non, docteur. Si, ah ben si. je sais très bien de quoi On je a des parle. bons amis. Ah ben alors là, pas du tout. 1987, vous n'êtes pas des bons amis, docteur. Ça, Alors, je sais très bien. Ça, c'est trop. Ça, c'est le passé. Laisse Bien. tomber ça. Les grandes gueules. Alors, docteur signale tout de suite que Vous savez, si- moi, que si- j'essaie d'être le plus objectif possible. Oui. J'essaie d'être le moins personnel possible. Ok. Hein? Ouais. Je crois que le monde ne se ramène pas à sa personne. Ouais. S'il y a des choses qui peuvent avancer, même sans soi-même, je pense qu'il faut avoir l'honnêteté d'encourager. Bien. Voilà. Alors, docteur signale tout de suite que s'il a la main libre, donc il pourra faire quelque chose. Vous qui avez été proche du président, vous avez travaillé avec lui, dites-nous comment ça se passe la collaboration avec le président, parce qu'on nous dit parfois qu'il n'écoute pas, certains pensent que c'est son entourage qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous pouvez dire de la collaboration avec le chef de l'État? Écoutez, qui a été élu, l'entourage ou le président de la République? Le président. Voilà. Ouais. Donc un président est responsable de son équipe, il est responsable des résultats. Oui, mais la collaboration, Voilà. quand vous travaillez avec lui, Il est est-ce qu'il écoute? Il est responsable de la collaboration. Bien. Docteur Ousmane Kaba, vous dis. notre invité ce matin. Les grandes gueules. La minute, oui ou non. Un feu roulant de questions avec une seule réponse possible. Oui ou non. Langue de bois, s'abstenir. Il a un peu l'air ce matin, honnêtement parlant. Langue de bois, s'abstenir. Docteur Ousmane Kaba, notre invité ce matin chez les grandes gueules, Ahmed Kamara. Première question. Oui ou non? Il en a l'air. C'est pourquoi je vais revenir sur ma question qui n'a pas été répondue. Oui ou non, docteur, le président de la République, c'est quelqu'un qui n'écoute pas? Je pense que ça dépend des moments. Ouais, ça dépend des moments. Voilà. Alors, oui ou non, Ils te docteur, font comme toi. comme on dit sans langue de bois, oui ou non, il y a des négociations en cours pour vous ramener au sein de l'équipe Alpha Condé. Oui, mais c'est des Oui ou négociations non? indirectes. Des négociations indirectes. Oui ou non? Oui ou non? Oui, des négociations indirectes. La coordination Mandingue s'y est mêlée. Oui, Oui. c'est tout à fait normal. Bien. Oui ou non, cette CENI mérite d'être renouvelée?
Oui. Oui ou non, ce qui se passe au comité de suivi et de la comédie, comme l'a dit un leader de l'opposition. Comité de suivi. Oui, le règlement, les travaux concernant le règlement du différend électoral consécutif aux élections communales du 4 février. Pourquoi ce serait une comédie? Oui ou non, vous y croyez? Vous êtes favorable à un règlement du différend électoral après que le contentieux ait été vidé devant la justice? Non, ça dit que oui, il y a eu un problème et c'est ce que l'on discute là-bas. Et ce problème, on le discute pour tous les partis qui ont été victimes. Moi, je me reconnais dans cette discussion-là. Je n'ai pas besoin d'être physiquement là-bas. Mais les thèmes qui reprennent sont les thèmes pour tout le monde. Voilà. Donc, il n'y a pas de... Voilà, il faut éviter de personnaliser les débats. Voilà, Dr Ousmane Kaba, notre invité ce matin, avant de vous donner quelques secondes, évidemment, ces réactions des auditeurs, j'en suis sûr que si Dr Ousmane Kaba accède à sécuritaire, la Guinée ne manquera pas d'électricité, même les vrais gens savent que c'est Dr Ousmane Kaba qui a négocié qu'à l'État. Donc, je demande tous les Guinéens. Expliquez un petit peu, c'est Bintaba depuis l'ABSAC qui nous envoie ce message. On y va avec ce titre. Bonjour les GG, bonjour à mon très cher président, Dr Ousmane Kaba, président du PADES, futur président de la République de Guinée en 2020, si Dieu le veut. C'est vous, l'homme de la situation en Guinée, sans démagogie. Docteur, la Guinée et les Guinéens ont besoin de vous. Voilà. Un peu de propagande ce matin. Dienabou qui nous envoie ce message. Dienabou PADES bas. Voilà. Vive le PADES. On reste avec cet autre qui nous écrit. Bonjour les grandes gueules. Nous sentons vraiment qu'il aime à la fois la Guinée et les Guinéens. Merci docteur. C'est Barry Amadou qui nous envoie ce message. Docteur Kaba, cette caméra vous appartient. En 1 minute, une manière de vous adresser évidemment aux militants du PADES, au peuple de Guinée qui vous écoute. Oui, aux militants du PADES et au peuple de Guinée, je pense que les Guinéens ne doivent pas désespérer. Ce que les Guinéens devraient faire, c'est d'abord de se battre pour le développement économique de leur pays. Ouais. Moi, je pense que c'est le rôle des hommes politiques. Malheureusement, on ne peut pas le faire dans un pays divisé. Ouais. Donc, il faut insister sur l'unité nationale. Il faut que tous les Guinéens aient le sentiment que les hommes politiques parlent pour l'ensemble de la Guinée. Justement. Ça, c'est très, très important. Ouais. Et que les hommes politiques ne doivent pas être des sectaires. Ouais. C'est important si on veut bâtir un pays qui tienne la route. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la jeunesse n'a pas d'emploi. Ouais. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a eu des efforts dans l'énergie, mais ce n'est pas suffisant. Il faut couvrir l'ensemble de la Guinée. Le problème que nous avons, c'est qu'il y a eu quelques efforts dans l'agriculture. Ce n'est pas suffisant. Nous devons tirer profit du secteur agricole où nous avons un potentiel énorme. Le problème, c'est qu'il y a eu des progrès dans les mines. Ce n'est pas suffisant. Nous devons être attentifs aux dégâts de l'environnement dans le secteur minier. Nous devons être attentifs pour que la Guinée joue son rôle, mais dans l'industrie minière et non dans la bauxite. Qu'on ne se spécialise pas dans la bauxite pour toujours. C'est une catastrophe, ça. Il faut qu'on ait le courage de changer, de mettre des usines de transformation de cette bauxite en alumine. Et pourquoi pas l'alumine, puisque nous avons un fort potentiel en électricité. Voilà. Et voilà ce que je peux dire. Il faut que les Guinéens croient en l'avenir et que la jeunesse ne soit pas désabusée. Il ne faut pas que les jeunes croient que tout le monde est malhonnête dans ce pays. Ce n'est pas vrai. Bien. Il y a beaucoup de Guinéens qui sont honnêtes, qui ont vraiment envie que ce pays bouge. Bien. Merci beaucoup en tout cas, docteur, d'être passé dans cette émission. Je vous en prie. Voilà, on est pris par le temps malheureusement. Nos excuses évidemment à la communauté sénégalaise qui était censée passer dans l'émission demain. Et si tout va bien, sera avec Titi. Grand merci à vous tous à l'international. Dans un instant sur Radio Espace, c'est Oumar Soul Kaba qui vous retrouvez du côté d'Angoulême et sur Radio et sur Espace TV, la rediffusion évidemment de votre journal le 22h. Nous on se retrouve lundi pour un autre numéro. Prenez soin de vous. Bon week-end par anticipation.